Le fardeau d'un nom. Janet Jackson, la virtuose primée, l'actrice au magnétisme singulier, n'est pas une simple annexe à l'histoire de la musique. Elle est la dernière gardienne d'une dynastie dont les sommets ont côtoyé les abysses. Depuis le jour funeste où le ciel de la pop a pleuré la disparition de Michael Jackson le 25 juin 2009, Janet a été frappée de plein fouet par la solitude du deuil et le poids d'une légende à la fois glorieuse et entachée. Pendant des années, elle a porté, silencieuse, l'ombre des projecteurs et l'héritage d'un frère aimé et complexe. Aujourd'hui, à 58 ans, l'artiste refuse la discrétion et s'engage dans une démarche de vérité crue. Ses révélations intimes ne sont pas de simples anecdotes, elles sont une déconstruction des mythes familiaux, exposant les tensions, les joies et les blessures qui ont forgé leurs liens. Ce n'est pas seulement une biographie, c'est une plongée dans l'âme d'une sœur. De l'humble Jackson Street à la démesure de la gloire mondiale, son parcours est une odyssée de l'émancipation, tissée de sacrifices personnels, d'ambitions féroces et de la quête obstinée d'une identité propre, au-delà du nom Jackson. Nous allons pénétrer l'intimité de ces confessions inédites, explorant les liens indéfectibles et les cicatrices profondes qui ont marqué cette union fraternelle, l'une des plus fascinantes de l'histoire du divertissement. Les racines de Gary, Indiana. Janet Damita J.O. Jackson fut le dernier souffle, le 10e et dernier enfant à naître le 16 mai 1966 à Gary, Indiana. Les premières années, loin de l'opulence future, se déroulèrent dans la réalité palpable d'une famille afro-américaine de la classe ouvrière. La désormais iconique maison de 2 chambres de Jackson Street fut leur premier univers. Catherine Esther Jackson, la mère, était une femme d'art et d'espoir, dont les talents de clarinettiste et pianiste furent mis en sourdine par son emploi chez Sears. Son rêve inassouvi de musique country était la flamme que son époux, Joseph Walter Joe Jackson, allait transformer en un brasier d'ambition pour leurs enfants. Joe, ancien boxeur à la carrure stricte, travaillait comme opérateur de grue chez US Steel, ses nuits dédiées à la guitare au sein des Falcons, un groupe de R&B. Cette double vie, entre l'usine et la scène, incarnait la détermination brutale qui allait définir leur destin. La saga des Jackson est ancrée dans le creuset de l'histoire américaine, avec des anecdotes sur leur arrière-arrière-grand-père, Julius Jacques Gall, éclaireur pour l'armée et guérisseur amérindien, qui ajoutent une dimension quasi mythique à leurs origines. Au sein de cette marée de frères et sœurs, Rebby, Latoya, Michael, Jermaine, Tito, Jackie, Marlon et Randy, Janet, la cadette, grandit dans l'ombre exponentielle des Jackson 5. Le décès tragique de Brandon, jumeau de Marlon, peu après sa naissance, laissa un vide que l'ascension fulgurante allait recouvrir, mais jamais effacer. Élevés dans la stricte observance des témoins de Jéhovah, les enfants Jackson reçurent une éducation disciplinée, une rigueur que Janet, adulte, choisit de rejeter au profit d'une spiritualité personnelle. L'onde de choc des Jackson 5 fut exponentielle. Dès 1969, leur signature avec Motown et une succession immédiate de numéro 1, y compris I Want You Back, arrachèrent la famille à Gary, les propulsant vers le luxe discret d'Encino, Los Angeles. Pour la petite Janet, la voie semblait tracée. Bien qu'elle ait rêvé de devenir jockey ou avocate du divertissement, l'appel des projecteurs fut irrésistible. Son intérêt s'aiguisa après des sessions en studio, et à 7 ans, elle fit son baptême de scène au MGM Casino de Las Vegas. Cette enfance passée dans l'œil du cyclone forgea une relation paradoxale et cicatrisante avec son père, Joe. Émotionnellement distant, exigeant une discipline quasi militaire, y compris l'obligation de l'appeler uniquement par son prénom, Joe Jackson était l'architecte de leur succès, mais aussi la source de leur détresse émotionnelle. Cette froideur paternelle, bien que nécessaire à l'éclosion des superstars, laissa chez Janet un besoin viscéral de s'affranchir. L'ère télévisuelle et les débuts musicaux oubliés. L'émancipation débuta par le petit écran. En 1976, elle rejoignit l'émission The Jackson, mais c'est son rôle marquant de Penny Gordon Woods dans Good Times, 1977, qui la révéla comme une actrice dotée d'un talent naturel. Elle enchaîna avec Diff'rent Strokes, Charlène Dupray, et Fame, Cléo Hewitt. Ce dernier rôle, cependant, fut teinté de son malaise personnel et du poids émotionnel de son mariage, secret et annulé avec James DeBarge. Cet épisode fut un premier cri de liberté, une tentative de s'échapper par l'amour, qui se solda par l'échec et la nécessité d'une rupture encore plus radicale. Malgré ces turbulences, Janet se souvient avec chaleur de l'esprit de camaraderie sur les plateaux, un réconfort contre l'isolement familial. À 15 ans, le système familial reprit ses droits, son père lui arrangea un contrat avec AM Records. Ses 2 premiers albums, Janet Jackson, 1982,
et Dream Street, 1984, était de la bubblegum pop agréable mais anodine, des productions modestes qui ne brisaient pas l'ombre de la famille. Ils furent des succès mineurs, mais ne contenaient pas l'étincelle qui ferait d'elle une icône à part entière. Ils étaient l'œuvre d'une talentueuse adolescente encore soumise à la vision paternelle et aux formules de l'industrie. La véritable déclaration d'indépendance était en gestation. L'émancipation et le phénomène contrôle. La rupture avec la tutelle familiale fut un acte de courage, un déchirement nécessaire. Janet confia que s'affranchir de la maison et de la direction paternelle fut l'une des épreuves les plus ardues de sa vie. C'est dans ce besoin impérieux de contrôle sur son destin qu'elle s'associa aux architectes sonores Jimmy Jam et Terry Lewis. Leur collaboration fut une alchimie parfaite. En 6 semaines, ils accouchèrent de l'album Control, février 1986, dont la mission était de concilier la pop grand public avec la complexité de la musique urbaine. Le résultat ne fut pas un succès, mais une déflagration culturelle. L'album s'imposa au sommet du Billboard 200, atteignant une certification ahurissante de cette fois platine et se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires. Control fut salué comme une œuvre audacieuse et mature, un manifeste d'autonomie féminine. Il offrait un son rafraîchissant, loin des mélodies sentimentales de l'époque, et installa Janet sur l'échiquier des divas pop comme Donna Summer. L'album généra une pluie de singles top 5, dont When I Think of You, son premier numéro 1. Le triomphe fut institutionnel, avec 6 Billboard Awards, 3 nominations aux Grammy et un record historique de 12 American Music Awards remportés. Janet avait réussi l'impossible, elle avait pulvérisé l'ombre de Michael, devenant une force créative autonome. Les thèmes de son œuvre étaient tirés de son expérience, notamment l'autodéfense face au harcèlement de rue. Elle raconta comment l'inspiration pour des titres incendiaires comme Nasty et What Have You Done for Maître Latley provenait d'un incident où elle dut tenir tête à des hommes qui la suivaient, refusant d'être une victime. Cette expérience transforma le danger en un hymne à l'empowerment. La signature sonore de Control, ce mélange explosif de dance pop, musique industrielle, hip-hop et R&B, est considéré comme un catalyseur du New Jack Swing. Les clips vidéo, ultra chorégraphiés et dirigés par des talents comme Paula Abdul, qui décrocha un contrat d'enregistrement grâce à son travail, firent d'elle une icône visuelle incontournable sur MTV. Le magazine Billboard nota que son style accessible et ses chorégraphies sophistiquées étaient une aubaine pour la chaîne, élargissant son horizon au-delà du rock. Pour Entertainment Weekly, Control consolida le statut de Janet, la plaçant aux côtés de Madonna et de son propre frère. Il fut un moment charnière pour la visibilité des artistes pop noirs dans le paysage grand public. Michael Jackson, le prix de la perfection et l'enfance dérobée. Mais le prix du génie familial fut élevé. Le succès des Jackson fut bâti sur le sacrifice de l'enfance, un fardeau que Michael Jackson porta lourdement. La discipline de fer de Joe Jackson, exigeant une perfection clinique et imposant des répétitions exténuantes, laissa chez Michael un sentiment de vide irréparable. Dans une interview poignante en 2002, Michael exprima la mélancolie de son enfance dérobée. « J'ai grandi sur scène, j'ai grandi dans des clubs. J'ai vu des filles se déshabiller, j'ai vu des bagarres. J'ai vu des adultes agir comme des fous. Il était un enfant exposé à la laideur du monde adulte, privé des joies simples de la jeunesse. » L'approche rigide et punitive de Joe, bien que créant l'artiste le plus doué de sa génération, fut source de ressentiment et d'une quête éternelle de l'innocence perdue. Michael devint le prisonnier de sa propre enfance non vécue. La montée en puissance des Jackson 5 fut un phénomène sociologique, leur succès étant une source d'inspiration pour la musique soul et R&B. Après un bref contrat chez Steeltown Records, leur signature avec Motown en 1968 fut le décollage, les propulsant au sommet des charts. Leur capacité à aligner 4 numéros 1 consécutifs fut un exploit. Le groupe, avec la voix époustouflante du jeune Michael, régnait sur la pop. Après leur départ controversé de Motown en 1976 pour Epic Records, ils devinrent The Jacksons, sans Jermaine. Ils continuèrent à produire des hits, mais le centre de gravité se déplaçait inexorablement vers le jeune Michael. Le roi de la pop se dégage de l'ombre fraternelle. La carrière solo de Michael Jackson ne fut pas une simple évolution, mais une révolution culturelle. Son album de 1979, Off the Wall, fut la déclaration d'indépendance de l'artiste de 21 ans, le propulsant au titre de roi de la pop avant même Thriller. L'album était une fusion élégante de funk, disco, soul et R&B, révélant Michael comme un auteur-compositeur et un vocaliste d'une maturité stupéfiante.
Il généra 4 top 10, dont 2 numéro 1, et lui valut son premier Grammy. Malgré le succès colossal, plus de 20 millions d'exemplaires vendus, Michael restait insatisfait. Cette insatisfaction, cette quête incessante de la perfection, fut le moteur de sa détermination à faire de son prochain album, Thriller, un chef-d'œuvre inégalé. Il obtint un contrat record, lui assurant un contrôle créatif et une redevance sans précédent dans l'industrie, jusqu'à 37%, ouvrant la voie à l'album le plus vendu de tous les temps. Après l'album Victory, 1984, Michael s'éloigna définitivement de ses frères, laissant la gloire des Jackson s'estomper. Révélation fraternelle, Dunk, les moqueries et le mur. Le documentaire de Janet Jackson a ouvert une fenêtre sur le paradoxe de sa relation avec Michael. Ils étaient incroyablement proches, meilleurs amis dans l'enfance. Michael, dans un geste d'affection ambigu, lui donna le surnom de Dunk, dérivé de Donkey Han, en référence à son poids. Mais les taquineries se transformèrent souvent en blessures ouvertes, Michael l'appelant cheval, écureuil et vache. Janet, malgré les rires forcés, gardait une douleur intérieure profonde. La véritable fracture survint avec le succès titanesque de Thriller. Janet décrivit cette période comme un moment où ils commencèrent à suivre des chemins séparés, Michael n'étant plus aussi joyeux qu'avant. L'apogée du succès fut aussi le début de l'isolement. Le coup de grâce fut porté par les accusations d'abus sur mineurs de 1993. Janet fut dévastée par les allégations, mais aussi outrée par l'impact professionnel sur sa propre carrière. Elle était sur le point de signer un contrat historique avec Coca-Cola, qui fut annulé immédiatement par l'entreprise. Coca-Cola a dit non, merci. Coupable par association, n'est-ce pas, se souvient-elle avec une amertume palpable. Malgré cette trahison de l'industrie, Janet resta solidaire, collaborant sur le clip Scream, 1995, une réponse cinglante à la frénésie médiatique. Mais le tournage, le plus coûteux de l'histoire, révéla la profondeur de la rupture. Janet se sentit ostracisée. Elle a révélé que l'équipe de Michael les avait délibérément séparés, orchestrant les plannings pour éviter toute rencontre. Sa maison de disques a bloqué son plateau ? Il ne voulait pas de moi sur le plateau, confia-t-elle. Elle y vit une tentative toxique de créer de la compétition entre eux. Son désir de retrouver les vieux jours se heurta à un mur de solitude et de malentendus, le succès du single n'ayant pu réparer les liens brisés. Le secret de l'apparence et les fables urbaines. L'apparence de Michael Jackson, notamment le changement de couleur de sa peau, fut un sujet d'examen public cruel et malveillant. La spéculation qu'il blanchissait sa peau volontairement occultait la vérité médicale. Michael souffrait de vitiligo, une maladie dépigmentante, confirmée dès 1983, ainsi que du lupus discoïde érythémateux. Ces affections, au-delà de la souffrance physique, causèrent un traumatisme psychologique immense. Pour atténuer les taches inégales, il utilisait un maquillage clair et des crèmes dépigmentantes prescrites. Il a toujours nié le blanchiment intentionnel, expliquant à Oprah Winfrey en 1993 que les rumeurs lui faisaient un mal inouï. Quand les gens inventent des histoires disant que je ne veux pas être qui je suis, cela me fait du mal. Les autres transformations physiques, 2 rhinoplasties pour améliorer sa respiration et le creux dans son menton, étaient des ajustements reconnus dans son autobiographie Moonwalk. Cependant, les rumeurs sur une possible addiction à la chirurgie esthétique persistèrent, alimentées par sa mère, Catherine. L'artiste était également le centre d'histoires extravagantes, comme celle selon laquelle il dormait dans une chambre à oxygène hyperbare pour défier le vieillissement. Bien qu'il ait démenti l'histoire, suggérant que l'image diffusée n'était qu'un coup de pub, la fable alimenta le mystère qui entourait sa vie, tout comme les rumeurs folles d'injection d'hormones féminines pour préserver sa voix aiguë. Addiction, retour manqué et deuil inachevé. La tragédie finale de Michael Jackson fut sa lutte dévastatrice contre l'addiction aux analgésiques. Le point de départ fut l'accident de 1984, où une explosion de pyrotechnie lors d'un tournage publicitaire pour Pepsi lui causa de graves brûlures au cuir chevelu. La douleur des chirurgies reconstructrices le jeta dans les bras des antidouleurs. Le stress immense des allégations de 1993 exacerba cette dépendance, le forçant à annuler sa tournée mondiale et à entrer en cure. Malgré les doutes, Michael annonça en mars 2009 sa série de concerts de retour, This Is It. L'annonce, faite à l'O2 Arena, fut perçue comme un adieu à la scène. La vente des billets fut fulgurante. Le monde attendait le retour du roi. Moins de 3 semaines avant le spectacle inaugural, le 25 juin 2009, Michael Jackson s'éteignit d'un arrêt cardiaque dans sa demeure louée. Le monde de la pop s'effondrait.
Le processus de guérison. Depuis le deuil, Janet Jackson a cherché à honorer et à comprendre l'héritage de son frère. Son hommage le plus marquant fut sa prestation en solo de Scream au MTV Video Music Awards 2009. Pour le 60e anniversaire de Michael en 2018, elle revisita le clip de Remember the Time. Et en 2020, elle lui rendit hommage sur Instagram, « Tu me manques grand frère ». La perte l'a d'abord pétrifiée, l'obligeant à enfouir ses émotions. Ce n'est qu'à Paris, loin de l'œil du public, qu'elle a pu entamer un processus de deuil tardif et difficile. Elle s'est soumise à une thérapie cathartique, passant une nuit entière à revoir ses clips et écouter sa musique, reconnaissant que les moments de larmes et de rire étaient nécessaires à sa guérison. Janet comprend qu'elle doit avancer tout en maintenant la mémoire de Michael vivante. Leur relation fut un champ de bataille, oscillant entre l'amour inconditionnel et les rivalités toxiques, mais le lien fraternel a triomphé de la mort. Son processus de guérison est une célébration de la vie extraordinaire de Michael, une acceptation honnête des douleurs partagées. Elle est déterminée à s'assurer que l'héritage de son frère vive dans son cœur.